21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Vergniol. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir. 2 867 900, c'est le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A fin février en France. Autant de concurrents, si j'ose dire, sur le marché de la recherche d'emploi. Alors, comment se faire connaître, comment mettre en valeur ses compétences, de quelle manière toucher les recruteurs finalement? Autant de questions auxquelles nous allons essayer, tout du moins de répondre avec mes trois invités ce soir. Stéphanie Delestre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice, puisque vous êtes 4, et présidente de CAPA. Vous êtes ex-directrice web d'Eurosport, cofondatrice de la start-up Kype. Pardon. CAPA, premier outil de matching dédié à l'emploi. Alors d'ores et déjà, premier mot à nous expliquer. Comment ça marche? Matching, mise en relation. Mise en relation entre les candidats et les recruteurs via les compétences, puisque finalement, les candidats, ce qu'ils proposent aux recruteurs, ce sont leurs compétences, ce qu'ils savent faire, et les recruteurs, ce qu'ils recherchent, ce sont des compétences. Donc en fait, c'est un outil qui est au service des candidats et des recruteurs et qui permet de fluidifier la recherche d'emploi et surtout de mettre en relation de façon instantanée, en temps réel, un bon candidat avec le bon recruteur. C'est-à-dire, quand je dis un bon candidat, c'est le candidat qui a les compétences recherchées par le recruteur. Qui va correspondre à la demande. Exactement. Mieux correspondre. Alors, on reviendra sur tous ces aspects, parce que vous avez dit plein de choses importantes. On a 1 heure et on reviendra vraiment sur tous ces aspects ensemble. Elena Dunberdol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère indépendante dans l'accompagnement professionnel et la recherche d'emploi. Vous intervenez en Ile-de-France dans différents cabinets, par exemple des cabinets de bilan de compétences. Et ce soir, vous venez particulièrement nous parler d'ateliers que vous avez créés autour de la créativité avec les demandeurs d'emploi. Tout à fait. Je suis partie d'exemples existants de personnes sur des opérations un peu coup de poing, comme de l'affichage de 4 mètres sur 3 et des choses qui ont porté leurs fruits. Et j'ai eu envie de développer cet aspect un peu insolite, de chercher des idées qui permettraient aux personnes de rencontrer dans le cadre d'événementiels et d'opérations en direct des recruteurs, et notamment auprès de personnes de plus de 50 ans qui ont bien souvent du mal à être reçues et à créer un contact avec les entreprises. Donc voilà, de prendre un côté un peu artisanal, mais de contact direct sur des idées. Enfin voilà, on pourra partager quelques idées intéressantes tout à l'heure, mais certaines seraient très intéressantes à mettre en place et avec un scénario gagnant pour tous les participants. Voilà, ce sera l'occasion aussi de faire un appel justement pour aider à développer ces idées. Pierre Doublé, bonsoir. 24 ans, pardon, moi je peux dire votre âge, hein, vous. De toute façon, on l'avait vu, associé fondateur de BibJob avec Audran de Valbray. BibJob, un site de recrutement en ligne, ça c'est, si on le dit rapidement, vous êtes tous les deux diplômés de l'ESCA, l'École supérieure de sciences commerciales d'Angers. Je prends juste le petit communiqué de presse. Hein. Au moment du lancement, c'était lancé tout début de mois. Et comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer. Dorénavant, les recruteurs peuvent poster des annonces flash, diffusées de manière push sur tous les smartphones des candidats qui se trouvent du côté du lieu de la mission. Explication, décodage, s'il vous plaît. Alors, on va prendre un exemple concret, ça va être plus simple pour tout le monde. Un restaurateur, il fait beau, c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, il fait beau, il a besoin d'ouvrir sa terrasse et donc il a besoin de serveurs supplémentaires. Ça arrive régulièrement, cette situation arrive régulièrement. Aujourd'hui, il n'a pas vraiment de solution pour trouver son serveur à la dernière minute. Nous, ce qu'on va lui proposer, c'est de poster son annonce flash sur BibJob, depuis son application ou sur le site internet. Et automatiquement, en fait, il y a tous les candidats qui vont être à proximité de ce restaurant, qui vont avoir une petite notification sur leur téléphone portable leur proposant le boulot. S'ils sont disponibles, ils peuvent envoyer leur profil instantanément depuis l'application et du coup se rendre assez rapidement sur le lieu de travail. Finalement, c'est le système de la géolocalisation, c'est ça? Exactement. Donc, grâce à la géolocalisation et au téléphone portable, donc tous les téléphones portables en fait des candidats sont géolocalisés sur une carte. Et on va pouvoir se rendre hyper rapidement sur le lieu du travail. Oui, on est du coup vraiment sur l'immédiateté. C'est l'accélération du recrutement. Voilà, on n'est pas forcément sur des postes à longue durée ensuite, mais en tout cas, on est là pour répondre à une demande immédiate. Voilà, un besoin à un moment donné. Voilà. D'accord. Alors on reviendra aussi bien évidemment sur le fonctionnement, sur à qui ça s'adresse. Stéphanie Delestre, j'aimerais revenir où vous êtes arrivée sur le marché, si j'ose dire, avec une grande ambition, vous l'avez déjà dit, c'est réduire le chômage de 5 à 10% en un an en France. Alors expliquez-nous.
Et en fait, il y a un énorme paradoxe en France, c'est que vous l'avez souligné, il y a pratiquement 3 millions de chômeurs de catégorie A, et puis si on prend la totalité des chômeurs, on est à un peu plus de 4 millions. Et juste en face de ce chiffre qui est énorme, il y a aussi 900 000 emplois qui ne sont pas pourvus ou difficilement pourvus chaque année en France. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs qui ont des offres d'emploi disponibles, qui recherchent activement des candidats et des salariés et qui ne trouvent pas. Et la raison principale de cet écueil, parce que c'est quand même un écueil énorme, c'est qu'il n'y avait pas, jusqu'à CAPA, d'outils pour mettre en relation les candidats et les recruteurs basés sur un certain nombre de critères, mais qui sont très simples. Ces critères-là, Pierre vient d'en parler, c'est bien évidemment la localisation, c'est-à-dire qu'un recruteur qui cherche une personne sur Marseille préférera trouver un candidat sur Marseille. Le deuxième critère, c'est le salaire, parce qu'un candidat aussi a des prétentions salariales. La flexibilité horaire, on en parle très peu de la flexibilité horaire, parce que souvent c'est un élément qu'on n'a pas dans les CV, qu'on n'a pas dans les lettres de motivation. Et pourtant, énormément de recruteurs aujourd'hui ont des offres d'emploi un peu plus le soir ou le week-end, par exemple comme des supermarchés pour des postes d'hôtesse de caisse. Et là, ils recherchent des personnes avec des flexibilités horaires très particulières. Et puis enfin, bien sûr, les compétences. Et aujourd'hui, CAPA, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 innovations majeures. Du côté du candidat, pas besoin de CV, pas besoin de lettre de motivation, on s'inscrit en 3 minutes, on donne les critères que je viens d'énumérer et automatiquement, en temps réel, à la fin de son inscription, c'est-à-dire au bout de 3 minutes, on a sa fiche. On a bien sûr sa fiche, mais surtout, on reçoit automatiquement des offres d'emploi qui me correspondent. Et du côté du recruteur, c'est pareil, c'est-à-dire je dépose mon offre d'emploi, ça prend vraiment 3 minutes, et automatiquement, à la fin de mon dépôt d'offre, je reçois des profils de candidats qui correspondent exactement à ma recherche. Et puis, ce qu'on a fait là, on rejoint le site de Pierre, c'est que le dépôt d'offre est gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était payant et souvent très très cher de déposer son offre d'emploi sur Internet. Souvent, c'est entre 400 et 600 euros pour déposer une offre d'emploi, ce qui peut paraître fou aujourd'hui. Quand vous recherchez un serveur ou une hôtesse de caisse, vous ne pouvez pas dépenser 600 euros alors que vous ne savez même pas si vous allez recevoir sur le candidat. J'imagine, pour les recruteurs, c'est gratuit aussi? Alors, sur CAPA, le dépôt d'offre d'emploi est gratuit. Recevoir des profils qui correspondent à mon offre d'emploi, à mes besoins, c'est gratuit. Et c'est au moment où je souhaite contacter le bon candidat, parce que je sais qu'il a exactement les compétences que je recherche, qu'il habite juste à côté de mon entreprise et qu'il est disponible comme j'en ai besoin, que je vais payer quelques euros, c'est à partir de 9,90 €. C'est-à-dire que le fait de mettre le recrutement vraiment au niveau de moyens de tous les recruteurs, y compris les restaurateurs, les entreprises générales du bâtiment, et bien maintenant, ces recruteurs-là peuvent aussi utiliser Internet pour trouver très facilement en temps réel leurs candidats. On verra juste après la pause sur BFM Business à qui s'adressent précisément ces différents sites, ces différentes propositions. On fait d'abord une petite pause, on se retrouve tout de suite. Pour analyser et comprendre les enjeux du numérique dans les entreprises, ne manquez pas IT for Business le MAG. Présenté par Frédéric Simotel, directeur de la rédaction de 01 Business et Technologie. IT for Business, le MAG, du lundi au vendredi à 7h57 et 19h55 sur BFM Business. Décryptez l'IT en regardant le MAG IT for Business avec Orange Business Service. Nouveau Kenzo Home Sport. Très sport. Sur bfmbusiness.com, suivez l'économie en continu. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Verniol. Et je suis toujours en compagnie de Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de CAPA, Elena Abdoun-Berdol, conseillère en accompagnement professionnel, et Pierre Doublet, associé fondateur du site BibJob. Alors, le recrutement sur Internet, ça fonctionne. Selon un sondage CSA pour Orange et Terra Femina, ça date du 15 février dernier, c'est pas très vieux. 69% des Français ont testé la recherche d'emploi sur Internet.
31% des Français ont trouvé un emploi sur la toile. Le vecteur de recherche d'emploi sur Internet le plus utilisé, eh bien, le site de Pôle emploi, suivi par les sites spécialisés tels Monster, Quel Job, l'APEC, etc., etc. La concurrence est rude quand même sur le secteur. C'est osé de se lancer comme ça avec Capa ou BibJob, Pierre Doublet. La concurrence est en effet rude, ça dépend des domaines en fait. Un site comme Monster, exactement comme le disait Stéphanie, poster une annonce sur ce site-là, c'est à peu près 600 €. Donc pour recruter une secrétaire ou un serveur, ça n'a aucun sens de payer autant. Donc sur le recrutement d'encadre, en fin de compte, il y a moins de concurrence, il y a des places à prendre, donc Capa se positionne aussi sur le recrutement d'encadre par exemple. BibJob est exactement sur ce créneau-là aussi, donc on est vraiment sur le recrutement d'encadre et on va proposer des annonces gratuites. Voilà, donc sur le recrutement d'encadre, il y a beaucoup de monde, de la concurrence, mais finalement peu de leaders. D'accord, et puis c'est peut-être en proposant des services supplémentaires, ce qu'on disait tout à l'heure, l'application, la géolocalisation, c'est peut-être ça qui va faire le supplément et qu'on va se tourner vers vous, même si vous êtes tout récent, hein, je le disais, vous venez d'ouvrir votre site tout début avril. Alors le site a été lancé officiellement en avril et surtout l'application iPhone pour le moment a été lancée aussi début avril. Et nous, on joue beaucoup sur le mobile. On pense que c'est un peu l'avenir du recrutement. Quand on est dans le métro le matin et qu'on va, je sais pas ce qu'on va faire, mais qu'on est dans le métro le matin, et ben pourquoi on pourrait pas postuler une offre d'emploi? C'est pas compliqué et exactement comme le disait Stéphanie, aujourd'hui la lettre de motivation sert plus à grand chose. Il y a juste besoin d'un profil pour postuler, donc on pourrait très bien le faire dans le métro le matin. Et finalement, ça accélérerait le processus de recrutement et ça permettra à plus de monde d'utiliser tous les moments de la journée, de ne pas avoir l'impression de perdre à un moment donné, parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. On n'était pas là au bon moment pour répondre à l'annonce et elle nous est passée sous le nez. Je reviendrai juste une chose. Le principe du flash, c'est de faire du push au candidat. Donc en fait, c'est l'annonce qui va au candidat et c'est pas le candidat qui va à l'annonce. D'accord. Et donc le candidat est forcément disponible. Enfin, s'il postule, il est forcément disponible pour cette annonce. Et c'est vraiment ce que permettent les nouveaux médias. C'est-à-dire aujourd'hui, Internet et les mobiles permettent déjà de casser des business models qui étaient une vraie barrière à la fluidité du marché. Donc le fait d'avoir un modèle de dépôt d'annonces gratuit, ça permet à beaucoup de recruteurs maintenant, plutôt que de mettre leur petite affiche dans la vitrine en disant recherche vendeuse ou recherche serveur, eh bien ils vont diffuser leur offre d'emploi au plus grand nombre. Donc ça permet de vraiment démultiplier la diffusion des offres d'emploi. Ça permet de faire du profiling, c'est-à-dire plutôt qu'un recruteur reçoive des centaines de CV qui n'ont rien à voir avec ses besoins, eh bien Internet et le mobile permettent de développer des outils qui vont affiner le matching et donc le recruteur va gagner de l'argent, le recruteur va gagner du temps et puis du côté du candidat, eh bien également recevoir des offres d'emploi qui sont adaptées sur des lieux différents, chez soi sur son ordinateur, dans le métro, sur son mobile. Finalement, les nouveaux médias aujourd'hui, ça permet d'apporter des innovations qui n'étaient pas envisageables avant et donc de refluidifier le marché de l'emploi qui était complètement sclérosé. 2000 candidats s'inscrivent par jour sur Capa. Vous existez depuis juin 2011. Est-ce que, là je disais, 31% des Français ont trouvé un emploi sur la toile. Est-ce que vous avez déjà un retour des gens qui ont pu trouver de l'emploi en passant par Capa? Donc effectivement, Capa c'est jeune, Capa a 9 mois. Comme un bébé. Et finalement, au bout de 9 mois, on voit que les volumes sont énormes, puisqu'aujourd'hui, le site fait plus d'1 million de visiteurs uniques par mois. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes différentes qui viennent sur le site consulter soit des offres d'emploi, soit consulter des profils de candidats du côté des recruteurs. C'est plus de 2000 candidats qui s'inscrivent par jour. Aujourd'hui, pratiquement 200 000 candidats sont inscrits. Est-ce que vous avez eu des retours, et oui, nous avons des retours. Donc les retours que nous avons, c'est par exemple, je pense à la responsable des missions locales en Essonne, qui recherchait une conseillère emploi pour accompagner les jeunes des missions locales en Essonne dans leur recherche d'emploi et qui a recruté sa conseillère sur Capa. C'est Orange. Les cordonniers les plus mal chaussés, finalement, les conseillers emploi sont obligés de passer parce qu'ils ont testé l'outil, ils ont déposé leur offre d'emploi, ils ont reçu un profil et ça s'est passé dans la journée. Oui. Donc aujourd'hui, les nouveaux médias comme Internet et le mobile permettent vraiment de mettre en relation le bon candidat avec la bonne offre d'emploi, ce qui était quasi impossible avant. Et parce que beaucoup de travail manuel et de recherche dans des catalogues d'offres ou dans des fichiers énormes de CV, aujourd'hui tout ça c'est mort. On va pas dans la querelle des anciens et des modernes. Là, parce que, Elena Abdoun-Berdol, vous travaillez encore sur le CV parce que on dit c'est mort d'une certaine manière, mais ceci dit, on le verra dans quelques minutes. Vous
vous utilisez aussi d'autres médias au sens large du terme pour diffuser les CV. Donc c'est ça que, par exemple, on a parlé de publicité tout à l'heure, mais on verra, il y a d'autres moyens de se faire connaître, même encore aujourd'hui. Simplement, je voudrais continuer au-delà d'Internet. Il y a aussi la question des réseaux sociaux. Ouais. Justement, selon une enquête de l'IFOP pour Monster, c'était publié en novembre dernier, les demandeurs d'emploi en France n'ont pas vraiment encore le réflexe des réseaux sociaux. 80% des personnes interrogées estiment ce moyen inefficace. Il y a encore de la marge de progression. Alors, les réseaux sociaux, en revanche, pour vous donner, pour rebondir sur le chiffre des 80%, 80% des jeunes de 18 à 35 ans, aujourd'hui en France, ont un compte sur Facebook. 50% d'entre eux y vont tous les jours, oui, soit pour uploader une photo, voilà, etc. Ça, c'est pour les loisirs. On sait bien ça qu'il y a énormément de gens sur Facebook. Mais de là à penser réseaux sociaux pour la recherche d'emploi, c'est une autre histoire. Alors non, c'est pas une autre histoire. En tout cas, c'est une histoire qui commence. Donc je le dirais un peu différemment. Par exemple, sur CAPA aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire directement depuis Facebook grâce à un bouton qu'on appelle le Facebook Connect. C'est tout simple. Vous êtes déjà inscrit sur Facebook, vous avez déjà votre profil. Et bien pour s'inscrire sur CAPA, il suffit de cliquer sur ce bouton et l'inscription est fortement raccourcie. Donc en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça sert d'abord à faciliter l'inscription, à faciliter la communication de l'information. Vous pouvez aussi diffuser des offres d'emploi sur les réseaux sociaux et la toucher le plus grand nombre. Les recruteurs sont plus en demande, ou en tout cas plus présents. En France, le volume de postes pourvus grâce à Facebook est encore très faible, mais ils gagnent du terrain. C'est vrai que le nombre d'applications se multiplie. Et plus un secteur donné se trouve finalement en situation de pénurie, plus les recruteurs s'aident des réseaux sociaux pour dénicher des candidats. Pierre Doublet, vous avez constaté la même chose. J'imagine que vous connaissez encore mieux que nous ce secteur-là. Je baigne dedans toute la journée. Et alors les réseaux sociaux, il y a deux types de réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn et Viadeo, qui sont pour trouver un emploi, qui sont là pour trouver un emploi. Et alors ceux-là, ils sont vraiment dédiés à l'univers des cadres, encore une fois. Pour les non-cadres ne sont pas encore sur ces réseaux-là, ils sont plus sur Facebook, mais le recrutement sur Facebook, ça marche aussi. Au début, on pensait que ça allait être juste pour organiser des soirées entre copains, et finalement, le recrutement arrive progressivement sur Facebook. Et alors, ce matin, je lisais un article sur l'armée de terre, qui reçoit maintenant 5% de ses CV depuis Facebook. En fait, depuis sa page fan, entre guillemets, parce qu'on peut avoir des fans sur Facebook. Alors, très rapidement, Pierre Doublet, tout ceci, ça s'adresse plutôt aux jeunes. Alors, finalement, pour des personnes en recherche d'emploi de plus de 50 ans, dont on parlera tout à l'heure, c'est peut-être plus compliqué de s'y mettre. On est quand même sur une tranche d'âge aussi. Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les jeunes sont hyper présents sur les réseaux sociaux, pourront postuler hyper rapidement. Après, pour les moins jeunes, il faut s'adapter et c'est pas forcément évident. Il va falloir s'y mettre. C'est ça que vous nous dites. C'est ça et le message à faire passer. Mais il y en a pas mal qui s'y mettent déjà. Bon, très bien. C'est une bonne chose. On continuera à parler de tout ça. On reviendra avec vous, bien sûr, sur la question aussi de la recherche d'emploi quand on a plus de 50 ans, parce qu'effectivement, là, c'est sans doute aussi une autre problématique. Pour l'instant, on fait une petite pause sur BFM Business. Paris d'avenir. Le futur est capital sur BFM Business. Et à 21h28, on fait un point sur les marchés avec Sabrina Cagliozzi en direct du Nasdaq à New York. Bonsoir Sabrina, et la baisse s'accélère à cause d'Apple ce soir. Eh oui, effectivement, la faute à Apple. On a 3 indices qui reculent fortement alors qu'on hésitait pas mal en début de séance. Dow Jones qui perd actuellement pratiquement 0,9%, sous les 13 000 points. Le Nasdaq qui flirte avec la barre des 3 000, on perd 0,9% également. Quant au S&P 500, c'est un repli de 0,7%, 1375 points. De grosses inquiétudes effectivement sur Apple, notamment sur les ventes d'iPhone. Vous avez Qualcomm, qui est un fabricant de puces, qui s'est montré inquiet effectivement hier soir à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Qualcomm qui estime qu'il pourrait avoir des grosses difficultés à fabriquer en masse les puces 4G utilisées dans les iPhones et notamment des puces qui seront utilisées dans l'iPhone 5. De gros doutes donc également sur la sortie de cet iPhone 5 qui est initialement prévu en octobre. Tout cela pèse sur le titre du géant à la pomme qui recule un petit peu plus de 3% et qui entraîne donc dans son sillage l'ensemble du marché. Une séance qui était marquée pourtant par des résultats plutôt encourageants dans le secteur bancaire, notamment. Vous avez Morgan Stanley qui a publié des chiffres nettement au-dessus du consensus. Le titre prend un petit peu plus de 1%. Bank of America également des résultats
en baisse, plombée par des coûts exceptionnels, mais cela reste supérieur aux attentes grâce à ces activités de trading. Le titre n'en profite pas, certes, mais la star du jour, c'est véritablement eBay qui s'envole de plus de 10%, sa meilleure séance depuis 2008 après des chiffres nettement au-dessus du consensus grâce au succès notamment de son système de paiement PayPal. eBay donc en progression de plus de 10%. Et attention, ce soir, Microsoft après bourse, c'est le grand rendez-vous. Le géant des logiciels publie ses résultats trimestriels tout à l'heure. Et je rappelle la clôture à Paris en baisse de 2,05% à 3174 points. Merci beaucoup Sabrina Cagliozzi. On vous retrouve à 22h à la clôture. Ce sera dans New York Paris avec David Doba et Emmanuel Dutheil. BFM Business, il est juste 21h30. Jean-Christophe Roisset pour le journal de l'économie. Et à la une ce soir, Jean-Christophe, des rumeurs de dégradation de la France ont secoué les marchés. À Paris, le CAC 40, on vient de le dire, a encore perdu plus de 2%. En tout cas, c'est le timing qui est intéressant puisque cette rumeur est lancée à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Cette rumeur a provoqué d'ailleurs une forte réaction sur les marchés financiers. Elle est sans fondement selon une source proche du gouvernement. Fitch a redit aujourd'hui qu'elle n'envisageait pas de modifier le AAA de la France avant 2013. Moody's l'avait dit en début de semaine. Ce sera en effet très étonnant qu'une agence de notation se permette de toucher la note de la France à quelques jours de la présidentielle. C'est l'avis de Gilles Moek, économiste à la Deutsche Bank. Les agences de notation ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir en plein milieu d'une consultation électorale. Et je pense que moi j'étais surpris que les marchés finalement réagissent autant à cette rumeur dans la mesure où toute agence de notation, quel que soit le résultat des élections, va laisser au nouveau gouvernement qui va s'installer après les élections législatives du mois de juin quelques temps, probablement plusieurs mois, avant de prendre la moindre décision. On ne peut pas, entre guillemets, partir sur la simple extrapolation des programmes électoraux pour juger de la qualité d'un programme de finances publiques. Gilles Moek, économiste à la Deutsche Bank, qui s'exprimait cet après-midi dans Intégral Bourse sur BFM Business. À Madrid, l'indice vedette est même tombé à un plus bas aujourd'hui depuis 3 ans. L'émission obligataire espagnole de ce matin n'a pas complètement rassuré les marchés, même si elle s'est plutôt bien passée, puisque Madrid a levé au total 2,5 milliards d'euros à 2 et 10 ans, soit le haut de la fourchette, mais le rendement moyen à 10 ans a légèrement grimpé par rapport au mois de janvier. De son côté, la France a également placé plus d'obligations que souhaité. Sur les titres à 5 ans, le coût du financement a légèrement augmenté par rapport au mois de mars. Le renflouement du FMI est au cœur de discussions aujourd'hui et demain à Washington. Christine Lagarde attend davantage de moyens financiers pour le FMI. C'est ce qu'elle a déclaré en ouvrant l'Assemblée générale du Fonds monétaire international. Les pays membres se sont déjà engagés à fournir un peu plus de 310 milliards de dollars de prêts, mais Christine Lagarde va tenter d'aller plus loin, d'en obtenir au moins 400 milliards. Mais la question reste celle de la participation et de la représentation des pays émergents au sein du FMI. D'ailleurs, Christine Lagarde, tout à l'heure, a lancé un nouvel appel pour renforcer la force de frappe de son institution. Écoutez-la. Nous allons demander aux États membres de terminer le travail en ce qui concerne le niveau de la contribution financière de chacun et en termes de gouvernance. Vous savez, les changements qui doivent être mis en place pour mieux refléter le poids et le rôle économique des membres de cette institution, et on n'y est pas encore. Il nous manque toujours 16% des quotes-parts et à peu près la moitié du travail n'a pas encore été accompli pour ce qui est de la réforme de la gouvernance. La patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Et la saison des trimestriels qui se poursuit, notamment pour les banques américaines, Jean-Christophe. Bank of America fait mieux que prévu. Les profits ont été divisés par 5 sur un an, mais cela est dû à des provisions pour pertes sur crédit. En fait, les résultats du premier trimestre sont meilleurs qu'attendus. Et Morgan Stanley également a fait mieux que les attentes. C'est une nouvelle illustration des difficultés des banques espagnoles. CaixaBank, le 3e établissement du pays, a vu ses profits plonger de 84% premier trimestre à 48 millions d'euros, des résultats plombés par les créances douteuses. La descente aux enfers pour Nokia. Le groupe avait publié un profit warning alarmant il y a 8 jours. Finalement, c'est presque 2 fois pire que les prévisions, puisqu'entre janvier et mars, le groupe affiche une perte nette de 929 millions d'euros. Pour remonter la pente, Nokia annonce qu'il va concentrer ses efforts sur son alliance avec Microsoft dans les smartphones. Encore une OPA rejetée dans le secteur de la pharmacie. L'américain Human Genome repousse les avances de GSK. Le laboratoire britannique proposait un peu plus de 2,5 milliards de dollars pour mettre la main sur la biotech américaine.
Gros investissement en vue pour Shell en Afrique. Le pétrolier britannique envisage d'investir 4 milliards de dollars dans des projets au Nigeria pour accroître sa production dans le pays. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole sur le continent africain. Les prétendants se bousculent pour Red Cats. 9 candidats sont en lice pour la reprise de la filiale de PPR. C'est ce qu'indique la banque Barclays. Le groupe d'ailleurs poursuit donc son recentrage sur le luxe et sur la mode sportive. Et il pourrait donc se séparer de sa filiale de vente à distance avant la fin de l'année. Et puis l'accalmie finalement aura été de courte durée pour l'assurance vie qui replonge dans le rouge au mois de mars. Les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont versé sur leur contrat. Résultat, la décollecte dépasse 1 milliard d'euros sur ce seul mois et 2 milliards sur le premier trimestre. Merci Jean-Christophe Roisset. C'était le journal de l'économie. Il est 21h34 sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Verniol. Et je suis toujours en compagnie de Stéphanie Delesse, fondatrice et présidente de CAPA, Elena Abdoun Berdol, conseillère en accompagnement professionnel, et Pierre Doublet, associé fondateur de BibJob. Et puis Isabelle Golens nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Isabelle. Alors, Elena Abdoun Berdol, on a beaucoup parlé Internet, réseaux sociaux, avec mes deux invités du côté droit tout à l'heure. Je disais, on ne va pas faire la querelle des anciens et des modernes. Simplement, dans les questions de recherche d'emploi, je crois qu'il faut mettre vraiment, nous croyons tous qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et je voulais m'arrêter avec vous ce soir sur ce que vous proposez. Vous avez créé en novembre dernier, c'est ça, un atelier basé sur la créativité avec des demandeurs d'emploi, en vous inspirant finalement de ce que vous aviez pu voir dans la presse sur les différentes manières de la recherche d'emploi. Alors qu'est-ce qui vous avait interpellé justement dans la presse? En fait, je dirais que, loin d'être opposé, je pense qu'on est tout à fait d'accord, mais j'ai un positionnement différent, savoir que je suis au quotidien et à longueur de journée en face des personnes concernées, donc des personnes qui sont en recherche professionnelle, et donc dans leurs problématiques, dans les méandres qu'ils peuvent traverser, dans les atteintes que ça peut causer chez chacun d'eux. Et je pense que chaque initiative peut être intéressante. Rien ne parlera jamais à tout le monde, mais je pense qu'une idée plus une idée plus une idée, ça peut être... Donc à un moment, en fait, l'idée de l'atelier, c'était pas une bonne blague, mais c'était comme une proposition de détente dans quelque chose de souvent douloureux et de méandreux. Donc de proposer pendant 2h30 de réfléchir à un problème grave et sérieux avec un peu plus de légèreté, voire un peu pas de futilité, mais voilà, de parler avec un peu de légèreté, de se lâcher, de s'autoriser, d'explorer. Et comment finalement se faire connaître et se mettre en avant? Alors, vous avez vu dans la presse, on en a parlé quelques fois, c'est vrai que certains ont mis leur CV sur des sets de table. Il y a eu notamment une opération du côté de Lyon entre juillet 2009 et décembre dernier, et plus des 3/4 de la centaine de personnes qui ont participé à l'opération set de table ont trouvé une issue favorable à leur demande. Alors ça, j'ai trouvé aussi un commercial au chômage qui avait lancé une sorte de tombola où le gros lot c'était autour de Quimper. Le premier lot, c'était 1 semaine de services commerciaux assurés par ses soins. Et voilà, histoire de se faire connaître. Alors vous, quelles sont les nouvelles idées qui ont émergé de cet atelier? Il y a des idées... Alors, au tout départ, c'est vrai que je m'attendais à tout et pas à forcément quelque chose de précis. Et puis rapidement, des idées se sont détachées et qui étaient pour moi, qui ont cheminé. Et notamment, une des premières idées avait été de créer dans les TGV, pour ne pas les citer, les TGV business du matin, du Paris-Lyon, du Paris-Lille, dans le wagon-restaurant, une sorte de speed job, de speed dating, avec une annonce en amont, le partenariat de la SNCF, et de prévenir les personnes qu'il y avait des opérations qui étaient susceptibles d'être mises en place pour que on ne dérange pas les personnes à leur place, mais qu'elles sachent qu'à 1 ou 2 wagons près, ils peuvent rencontrer des cadres potentiellement intéressants pour leur structure ou pour d'autres structures, sans avoir à mobiliser éventuellement les personnes, à les amener à des endroits particuliers, donc d'être là, présent, de pouvoir communiquer, si ce n'est que c'est au moins des contacts réseau. Voilà, et puis ça ne prend pas sur leur temps en particulier. Il y a eu une autre initiative assez originale, là, vraiment autour du CV. Celle-là me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que le CV, on peut voir entre 300 et des fois 900 CV sur le bureau d'un recruteur pour un même poste, ce qui est même pas imaginable. C'est juste un nombre qui peut même pas être... Enfin, moi, je le visualise pas tellement ça peut être surréaliste. Par contre, on avait initialement, c'est vrai qu'à une époque, il y a quelques années, j'avais été moi-même en recherche professionnelle et j'avais sympathisé avec une personne qui avait un restaurant en Bourgogne, dans un très bel endroit, et où elle recevait beaucoup de personnes de Paris le week-end. Et je trouvais que ça se prêtait bien en lui disant, tiens, j'accrocherais bien mon CV sous cadre chez vous. Et puis ça s'est pas fait puisque je suis revenue sur Paris
Et puis, enfin, sans être venu au conseil, le conseil est venu à moi. Et puis cette idée a fait son chemin. Et dans un des ateliers, j'avais cité cette idée-là et elle s'est trouvée améliorée par l'apport d'autres personnes en disant mais ça serait bien de faire ça dans une sorte de vernissage, de trouver des jeunes artistes qui se font connaître en faisant de l'encadrement, en jouant sur la matière, sur les couleurs, des tagueurs, des peintres, des sculpteurs, tout ça pour mettre les CV en valeur. En faisant ça dans un lieu style bar à vin, dans un lieu business, il y en a dans l'UQTR, à la Défense. On invite des chefs d'entreprise. On invite des chefs d'entreprise. Et du coup, tout le monde y trouve son compte finalement. Normalement, je pense que le lieu a tout intérêt à effectivement créer de l'événement. Les jeunes artistes peuvent éventuellement trouver une ouverture, faire connaître leur approche. Et puis, les CV peuvent être lus, les demandeurs d'emploi sont sur place. Parce que l'essentiel pour moi des idées qui ont été émises, c'est vraiment de créer le contact directement et de pouvoir se dire, tiens, ça m'intéresse, où est cette personne ce soir? Et de pouvoir faire ça dans un endroit sympathique et dans un espace avec une idée ludique, mais qui peuvent vraiment des idées qui peuvent porter leurs fruits. C'est vrai que celle-ci me plaît beaucoup et j'adorerais qu'elle puisse se mettre en place. Oui, c'est ça. Précisons tout de suite que cette idée, c'est une idée lancée et qu'elle n'est pas encore mise en place. Il faudrait, voilà, des gens, un lieu, peut-être. Voilà, c'est le moment de faire un petit appel. Juste une dernière idée, rapidement, le porte-carte de visite. Oui, ça date du dernier atelier la semaine dernière où une personne a pensé, quand on va dans les salons professionnels, on donne beaucoup de cartes de visite et les personnes qui nous accueillent sur les stands repartent avec énormément de cartes de visite. Et donc voilà, quelqu'un a eu l'idée, un bénéficiaire a eu l'idée d'offrir un porte-carte de visite en inscrivant un mini CV et ses coordonnées de façon bien sûr indélébile sur le porte-carte de visite. Donc quelles que soient les cartes à l'intérieur, en tout cas la personne repart inévitablement avec les coordonnées de cette personne-là. Et bon, ce sont des clins d'œil. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes. Mais voilà, il y en a des plus conséquentes et d'autres qui peuvent être facilement mises en place. Mais cette créativité, est-ce qu'elle est applicable à tous les secteurs? Parce que quand on imagine ça, on imagine que ça marche bien, je ne sais pas, dans le marketing, dans la pub, enfin des choses comme ça. Est-ce que peut-être chez des ingénieurs ou chez des choses très pointues, est-ce que ça peut marcher aussi? Alors, tout ne peut bien évidemment pas marcher pour tous les secteurs. Il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus en phase. Une personne parlait une fois toujours à partir des CV, mais d'avoir un langage adapté au domaine. Une personne dans le pharmaceutique peut parler avec un langage autour du pharmaceutique. Quelqu'un dans les statistiques peut avoir un CV adapté, mais beaucoup plus en lien avec une sorte de créativité, tout en étant très en phase avec le domaine d'activité ciblée. Enfin, il y a des idées très sages dans la créativité, enfin très sages, très sérieuses dans la créativité. Il y en a des beaucoup moins raisonnables. Je pense qu'elles beaucoup peuvent être réalisées et elles peuvent toucher un peu tous les domaines, même si elle ne touchera jamais tout le monde. Alors on disait, c'est vrai que ça s'adresse aussi plutôt, enfin pas plutôt, mais plus facilement à des gens qui ont plus de 50 ans, qui ont des difficultés, qui doivent se faire remarquer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est encore plus compliqué pour eux. Stéphanie Delestre, vous le disiez en début d'émission, il faut arrêter avec la tyrannie des CV. L'important, c'est les compétences, mais ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. C'est peut-être une autre manière de faire le CV aussi, de monter le CV qu'il faut apprendre à faire. Nous, chez CAPA, on est persuadés que le CV, c'est une vraie barrière à l'emploi. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps à faire. Souvent, on a le même CV qu'on envoie à plusieurs postes, donc ça colle pas forcément. On oublie souvent de mettre les bonnes informations pour le recruteur. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la flexibilité horaire. J'ai rarement vu un CV sur lequel une personne avait indiqué qu'elle était disponible de telle heure à telle heure le lundi, de telle heure à telle heure le mardi. Et pourtant, une chaîne d'hypermarché peut être très intéressée sur ce type d'éléments et d'informations. Donc nous, on est persuadé que le CV est une vraie barrière à l'emploi, que ça prend trop de temps, que aussi c'est coûteux aujourd'hui de faire un CV. J'en parlais encore hier avec une jeune femme, Émilie, elle se reconnaîtra, voilà, qui a 2 enfants, qui vit seule, qui est en recherche d'emploi. Imprimer un CV, faut trouver des cartouches d'encre. Je vous donne des détails, mais pour 80% de la population française aujourd'hui qui est non cadre, on parle des serveurs, des hôtesses de caisse, des vendeurs, des chefs de rayon, des maçons, des peintres. Voilà, c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est pénible. On a tous et nous on est persuadés que aujourd'hui les nouveaux médias comme l'internet et le mobile n'ont pas besoin des CV. On s'inscrit en quelques minutes, on se qualifie, on qualifie son profil avec ses compétences et donc pour encore une fois aller beaucoup plus vite et pouvoir être mis en relation avec la bonne offre très vite. En revanche, je suis d'accord avec Elena, il y a aussi des recruteurs qui demandent quand même un CV et c'est la raison pour laquelle sur la majeure partie des sites d'emploi dont CAPA, vous pouvez imprimer
un document alors qui est soit votre CV directement, soit qui ressemble à un CV et qui est l'avantage, c'est qu'il sera customisé dans le sens, pas dans un sens créatif, mais qui sera customisé par rapport à l'offre d'emploi, c'est-à-dire qu'il mettra en avant vos éléments clés par rapport à l'offre d'emploi à laquelle vous postulez, et donc qui vous mettra encore plus en valeur. Alors on va être obligé de faire une petite pause sur BFM Business, mais on reviendra sur ces questions. Pierre Doublet, vous n'avez pas eu le temps de prendre la parole, vous allez le faire dans un instant, c'est promis. On fait d'abord une petite pause sur BFM Business. Toute la semaine, découvrez les technologies développées aujourd'hui au sein des entreprises. Les entreprises innovent tous les jours à 20h56 sur BFM Business. Les entreprises innovent avec Orange Business Service. On fait comment pour être bien dans sa banque en 2012? Hop, hop, et hop. Hop, hop, hop. Et hop, 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 hop. Et hop, on ouvre un compte courant ING Direct et on rejoint les 97% de clients compte courant satisfaits d'ING Direct. Changer d'air bancaire, ING Direct. BFMbusiness.com, toute l'info éco qu'il vous faut. BFMbusiness.com. – 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Vergniol. Et je suis toujours en compagnie de Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de CAPA, Elena Adoun-Berdol, conseillère en accompagnement professionnel, et Pierre Doublet, associé fondateur de BibJob. Alors justement, je n'ai pas eu le temps de vous laisser la parole tout à l'heure. On était sur la question du CV. C'est là-dessus que vous souhaitiez réagir. Oui, juste un petit mot. La recherche d'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas très drôle, qui n'est pas agréable. Et il y a quand même tout un moyen, tout un tas de procédés pour la rendre un peu plus sympathique et finalement agréable pour les recruteurs, mais comme pour le candidat. Et sur Internet, il y a moyen de faire des choses jolies. Un CV papier, c'est pas très beau. Un CV qu'on remplit en ligne ou un profil qu'on remplit en ligne, c'est déjà beaucoup plus beau. Et même au-delà de ça, il y a un travail, il y a tout un travail à faire sur l'ergonomie, l'expérience utilisateur pour le candidat comme pour le recruteur qui va se retrouver sur une plateforme, je l'espère, sur BibJob. On a essayé de travailler là-dessus. On a un logo, c'est un petit lapin, ça change un peu par rapport à ce qui existe déjà finalement. Et lui, le recruteur, finalement, il va pas en avoir marre d'avoir 12 000 profils pareils. Ça va être plus sympa, plus agréable. Il va pouvoir répondre en un clic, par exemple, à ses candidats. Et c'est des choses, il faut les faire pour les candidats, mais pour les recruteurs également. Ouais, la seule chose, c'est qu'il faut se mettre au langage du web 2.0. À un moment donné, il faut quand même prendre le temps de se pencher un petit peu, vous le disiez, sur Internet, pour savoir justement le nouveau langage, les fiches, les choses comme ça. Non, alors, heureusement non. Oui, heureusement non. Parce qu'aujourd'hui, de la même façon qu'Elena trouve des idées et simplifie aussi la mise en contact entre le candidat et le recruteur de certaines façons, nous sur le web et sur mobile, avec Pierre, on en discutait un petit peu tout à l'heure, on ne travaille que ça, c'est-à-dire le fait que tout soit simple, facile, rapide. Donc, si ça doit être plus compliqué qu'avant, ça ne marcherait pas. Et encore une fois, on le voit, vous avez cité des chiffres tout à l'heure, et nous on le voit sur les chiffres de trafic et de consultation sur CAPA, ça va très vite, et énormément de gens l'utilisent parce que c'est encore plus simple, c'est encore plus facile que de rédiger un CV. Alors là, on a beaucoup parlé des compétences, de ce qu'on écrit, du CV. Il y a un autre aspect, Isabelle Gollens, c'est l'aspect de la photographie. Je crois qu'aujourd'hui, alors la question se discute encore un peu, mais en gros, quand même, on se dit qu'elle est à peu près tout le temps obligatoire. Vous direz après si vous n'êtes pas d'accord. Mais on doit ressembler à quoi sur cette photo de CV, Isabelle? Plutôt sobre, genre photo d'identité, ou justement, est-ce que là aussi, on peut tenter la créativité? Alors, le premier point, en tout cas, c'est le sourire. Alors, le conseil qui revient, c'est sourire, mais pas trop. Un juste milieu qui peut être difficile à trouver. En tout cas, ça dépend également du milieu professionnel visé. Alors attention, ce n'est pas parce que vous postulez dans un secteur classique et traditionnel que vous ne devez pas avoir l'air avenant. Avenant, mais toujours le regard droit et déterminé. Quant à la tenue, à la question de la tenue, a priori, on la voit peu, mais attention tout de même au cliché du t-shirt décontracté pour un poste de créatif sur le web, ou au contraire un tailleur gris classique et trop triste pour une femme. Encore une fois, trouver le juste milieu, sobre mais pas triste pour autant. Et la pose, alors on peut se risquer à autre chose que la photo de face, bien cadrée, bien sage? Alors c'est une bonne question. La posture décalée peut marcher, parfois ça dépendra encore une fois du milieu professionnel, mais si la mise en scène est en lien direct avec le métier et avec sa personnalité, pourquoi pas? Alors exemple, pour un métier d'extérieur,
Pourquoi pas ne pas prendre la pause en dehors d'une cabine photo classique, dans un parc pour un paysagiste par exemple. Et enfin, couleur ou noir et blanc, là la question n'est pas tranchée. Il y a deux écoles visiblement. Elena Abdoun-Berdol, justement, je voyais hausser les yeux à un moment donné. Une réaction à cette question de la photo? C'est un vaste débat puisque dans mon quotidien et dans les personnes en recherche professionnelle, un certain nombre viennent des RH. Donc on a des directeurs, des responsables RH qui ont recruté et on n'en a jamais deux d'accord. Certains jettent systématiquement s'il n'y a pas de photo, d'autres ne supportent pas d'en voir parce qu'ils trouvent que ça les influence même inconsciemment. Voilà, j'ai pas trouvé de recette, ce qui est plutôt rassurant d'une certaine manière parce que ça ouvre la porte à beaucoup de choses, mais j'arrive pas non plus à avoir de choses assez bien définies, même s'il y a idéalement effectivement on retrouve ces définitions là. Sur internet, est-ce qu'on met la photo, Stéphanie? En tout cas sur CAPA on la met pas. C'est un choix délibéré. Oui, c'est un choix délibéré parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est au 21e siècle. Nous, on est persuadés que ce qui est important pour le recruteur, ce sont les compétences de la personne. Donc, le lieu où elle habite exactement, l'âge, la couleur de peau. Tout ce qui peut être discriminant. Oui, voilà, tout ce qui peut être discriminant. Pour un bon recruteur qui a une idée extrêmement précise de ce qu'il recherche, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, nous, on en a rencontré beaucoup, des petits, des gros.